Alors bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui en compagnie de David, Erwin, Christophe et Thomas pour évoquer le thème d'aujourd'hui, donc la construction d'une boîte à outils de l'entraîneur. Voilà, donc c'est le 12e live qu'on fait en direct, voilà. Et puis donc je me présente, Florent Serafini, gérant de la société SF Connexion Sport, essentiellement basé sur les jeunes catégories, sur la formation du joueur, notamment un parcours sur les sélections départementales et puis dans différents clubs, et également référent de la filière féminine l'année passée d'une CTC dans le coin où je suis. Voilà, et puis une petite expérience sur le monde senior en tant que deuxième assistant sur la Nationale 3. Donc aujourd'hui, on va laisser la parole à Kevin tout d'abord par rapport au petit jeu qu'on a lancé pour le live de la semaine prochaine. Et puis ensuite, on laissera nos intervenants se présenter. Oui, bonjour, bonjour à tous. Nous avons lancé un petit jeu, si vous avez vu sur la page Facebook de SF Connexion Sport par rapport à quel staff nous allons recevoir bientôt, très bientôt. Nous avons décidé donc de faire gagner quelqu'un qui trouvera la bonne réponse. Nous allons faire gagner des écouteurs Bluetooth 5.0 avec la possibilité waterproof. Et aussi, c'est aussi des écouteurs qui permettent de recharger votre téléphone en chargeur externe pour à peu près 7 heures, 8 heures d'autonomie. Voilà, voilà. Donc je vais laisser présenter Christophe tout d'abord, et puis ensuite on passera à Erwin, David, et puis on finira avec Thomas. Oui, bonjour à tous. Donc Christophe Denis, je suis actuellement entraîneur de l'équipe première de l'USM Malakoff qui évolue en pré-national, directeur sportif, directeur technique du club, en charge de la formation des cadres et forcément aussi la formation du jeune joueur, voilà, de l'école de basket, enfin, mini basket, à partir de l'année prochaine, jusqu'aux plus anciens, quasiment, hein, même si on travaille beaucoup avec les jeunes, un peu moins avec les anciens, forcément. Voilà. Erwin? Erwin Schneider, assistant à l'ASL féminin sur le centre de formation et coach du U18 et ancien chalonnais. Donc voilà. David? Coach David Bonnel, je suis traîneur professionnel. J'interviens beaucoup sur des camps de basketball que j'organise sur 3 continents. Voilà. Et Thomas? Thomas Drouot, assistant coach à Orléans en Jeep Elite et auparavant assistant coach à Levallois, coach de centre de formation. Voilà. Alors aujourd'hui, pas de teaser, aujourd'hui on enchaîne directement avec la première question. Selon vous, comment se construit un entraîneur? Quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes coachs ou de moins jeunes coachs pour se construire? Je vais laisser démarrer Christophe. Je pense que il y a deux choses. Il y a toutes les formations que l'on peut suivre avec les différentes ligues régionales, qui sont des formations diplômantes. Mais d'une manière générale, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important en parallèle de tout ça, c'est l'observation. C'est l'expérience qu'on peut accumuler en allant voir justement d'autres collègues travailler, en allant voir ce qui se fait au plus haut niveau, en s'inscrivant, en s'investissant dans des séminaires, dans des colloques, etc. Voilà, je pense que finalement, pour pouvoir progresser, et moi personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que j'ai commencé avec des benjamins qui évoluaient à l'époque au niveau départemental du côté d'Antibes. Je passais tous les jours, voir l'équipe professionnelle travailler. Pas forcément pour leur piquer des exercices et tout, parce que c'est le bon professionnel, donc c'était pas du tout. Puis moi, j'étais pas capable à l'époque, quand on commence comme ça, de faire la différence. Mais en tout cas, ça m'a permis de m'imprégner d'une certaine atmosphère et puis surtout d'aller acquérir des valeurs qui encore aujourd'hui me servent, des valeurs de travail, d'écoute, d'essayer d'aller chercher comme ça une espèce de philosophie, une vision du basket. Donc, je pense que ce qui est important quand on commence et qu'on veut progresser, c'est de consacrer énormément de temps finalement à acquérir justement cette certaine expérience pour que d'abord on puisse se faire son propre moule dans lequel on va évoluer après, moule qui va évidemment changer aussi avec le temps, évoluer avec le temps. Mais je pense que c'est ce qui est très très important, c'est d'être à l'écoute de ce qui se fait un peu partout. Alors, petite précision avant de continuer, le teaser est bien en place, a été mis en place avant le live. Erwin?
Moi, je suis encore jeune entraîneur, je me considère jeune entraîneur, je me considérerai toujours jeune entraîneur parce que je pense que c'est comment on se construit, c'est comme disait un peu Christophe, mais c'est d'apprendre tous les jours, de prendre de chaque chose qu'on voit, mais pas forcément qu'au basket. Je me suis pas qu'inspiré du basket quand j'ai commencé à entraîner, j'ai regardé beaucoup de choses à l'extérieur du basket, le foot, le rugby. J'ai commencé sur des benjamines régionales qui étaient peut-être un niveau trop haut pour moi à l'époque. Et j'avais la chance d'être dans une structure professionnelle, donc un peu comme Christophe, d'aller voir tous les jours les entraînements. Mais ce qui m'a plus inspiré, c'est plutôt la formation dans les jeunes que j'ai vus dans le foot ou dans le rugby, ces valeurs avant le sport même, parce qu'on peut apprendre ce qu'on veut aux entraîneurs, mais on reste quand même des éducateurs avant tout, et c'est plutôt les valeurs qu'on dégage. Moi, c'est sur ça qui est important pour moi pour un entraîneur. Et dans tout ce qui est autour de ça, euh, j'essaie de m'approprier les trucs. Donc ça veut dire que par exemple, quand je vois des choses de plein de coachs, je vais pas refaire exactement. Je vais essayer de me l'approprier, changer un peu ma façon, pour que ça soit pour moi. Parce que ce que fait par exemple Christophe, je pourrais pas le faire moi parce que je suis pas Christophe. Ce que fait Thomas, pareil, ou David. Moi, je fais les choses parce que c'est mon ressenti, ma personne, ma façon de faire. Je peux pas faire comme les autres le font. Donc c'est surtout s'approprier les trucs. Moi, c'est un truc qui est vachement important pour moi quand je discute avec d'autres entraîneurs, c'est qui veulent se former, tout ça, c'est de t'approprier les trucs à toi. C'est toi qui sois capable de le faire. Donc voilà pour moi. C'est ce que je donnerais comme conseil à un jeune ou moins jeune coach. Thomas? Moi, je pense que tu te construis au travers de différentes rencontres que tu fais dans ce milieu, que ce soit bien sûr des collègues entraîneurs dans ton club, des collègues entraîneurs qui sont dans un autre club, donc aller voir d'autres choses, mais aussi avec des joueurs. Moi, j'ai des joueurs qui m'ont appris des choses dans les discussions. J'ai eu la chance de travailler avec des joueurs qui ont connu du très haut niveau. Dans des discussions avec eux, tu peux apprendre des choses. Tu peux apprendre des choses d'un coach de jeunes. Donc, ce qu'il faut, c'est être passionné, être curieux. Il faut bouger, il faut aller voir des gens, il faut regarder des choses sur Internet. Là, avec le confinement, il y a eu plein de webinaires sur Internet. Il y a eu des trucs super intéressants comme Erwin vient de le dire, on va pas tout prendre parce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, mais ça va nous faire réfléchir. Et le plus important, c'est il faut que ça nous fasse réfléchir parce qu'on doit garder notre personnalité, on doit garder notre vision des choses, mais aller voir plein d'autres coachs, ça nous fait réfléchir et ça nous fait progresser. Moi, c'est comme ça que je répondrai à cette question. David? Très bonne question, vaste question. Je vais essayer d'être très synthétique parce qu'il y a eu déjà des très bonnes réponses, je trouve, de Erwin et Thomas, notamment. Moi, je dirais qu'il faut être soi-même parce que la problématique de notre métier, c'est transmettre. Et si on essaie de transmettre des choses, évidemment, quand on est jeune entraîneur, on ne peut transmettre que ce qu'on a eu de proche de nous comme modèle, mais au fur et à mesure, quand on a un petit peu d'expérience, je crois qu'il faut transmettre surtout ce dont on croit et pas ce que les autres font. Donc, s'approprier les choses, hein, vous l'avez dit, mes chers collègues, être curieux, si je peux me permettre, être curieux au-delà des frontières, aller très très loin chercher l'information. Moi, mon meilleur souvenir, et ce qui a changé fondamentalement à l'époque, j'étais encore coach de basket. Mon coaching, c'est de partir en 2000 aux États-Unis et de rencontrer un basket différent, notamment l'intensité. Et ça ne m'a pas quitté depuis. Et je crois là, c'est ça. C'est être curieux et aller chercher l'information et s'approprier l'information. Ok, nickel pour ces premières réponses. On va enchaîner avec la deuxième question. Quelles sont les qualités qu'un entraîneur devrait maîtriser pour construire sa boîte à outils? Alors, on a bien compris la curiosité, mais pour vous, est-ce qu'il y a d'autres qualités essentielles? Erwin? Se remettre en question. Je pense que c'est l'essence même. Un truc qui marche, par exemple, cette année-là, ne marchera peut-être pas l'année prochaine. C'est de tout le temps. Pour moi, la boîte à outils, c'est comme la boîte à outils pour faire du bricolage. Celle de nos grands-parents sera pas la même que la nôtre, parce qu'il y a plein de choses à modifier. Moi,
je suis pas le même entraîneur que j'étais il y a 6 ans, que j'étais il y a 3 ans et que je suis maintenant. Entre cette année et l'année prochaine, je ne serai pas le même entraîneur. Je trouve que c'est surtout ça qui est important de me maîtriser, c'est de toujours se remettre en question, toujours d'aller chercher autre chose, de trouver peut-être une amélioration à ce qu'on fait ou de jamais être vraiment satisfait. Après, on peut être content de certaines choses, mais on sait que c'est pas dans le sport ou dans nos métiers, que c'est pas une valeur sûre, quoi. C'est pas un truc qui va rester tout le temps. Ça va bouger, ça bouge tout le temps. Donc voilà, Thomas? pour moi. Pour moi, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit, je suis totalement d'accord. Mais il faut être audacieux, il faut pas avoir peur d'aller voir les gens. Moi, je vois des jeunes entraîneurs là qui n'hésitent pas moi, j'ai un jeune entraîneur qui m'a appelé pendant le confinement, qui avait vu une de mes interventions, qui m'a posé plein de questions et depuis, on se parle 1 heure par jour, par semaine de basket sur un thème précis. Voilà, moi, c'est un truc que j'aurais jamais osé faire quand j'avais son âge, d'aller voir un coach qui est dans le milieu depuis un peu plus longtemps et lui dire est-ce que je peux t'appeler de temps en temps pour échanger, voilà. Et je trouve cette démarche super intéressante. Je sais qu'il le fait avec d'autres coachs. Et voilà, faut pas avoir peur d'aller déranger les gens. La plupart des coachs, ils sont ouverts à la discussion, ils sont contents quand on les sollicite et ils répondent de façon positive. Et je pense que vraiment dans cette nouvelle génération de coachs, il y a plein de jeunes qui ont pas peur et qui vont voir même des coachs beaucoup plus âgés avec beaucoup d'expérience. Et je pense que c'est une très bonne chose pour eux. David? Je dirais pour répondre à cette question, il faut, enfin, plus ou moins dire ce que. Enfin, on a tous de l'expérience ici ce soir. Je crois que c'est dire comment on est en fait, comment on est au niveau de ses qualités, etc. Pour moi, parce que c'est dans mes gènes depuis très 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 longtemps, au plus loin que je me souviens, c'est être un enseignant. Aujourd'hui, j'enseigne le basket, mais je peux enseigner n'importe quoi. J'ai fait aussi d'autres sports, j'ai enseigné en dehors du sport. Moi, c'est ma vie. Hein. Je ne pourrais pas vivre si j'enseignais pas, peu importe ce que j'enseigne. Donc, je dirais que pour moi, c'est essentiel. Dans ma personnalité, c'est plutôt, en ce qui me concerne, être clivant et non conformiste. Je n'aime pas faire ce que les autres font déjà. Donc, je me suis inspiré de beaucoup de coachs, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je n'enseigne pas. Ce que j'enseigne, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Ou quasiment nulle part ailleurs. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la meilleure façon de transmettre pour moi, c'est de s'approprier les choses. Et si on ne fait que copier-coller ce qu'on a déjà vu quelque part, ça veut dire qu'on ne s'est pas approprié les choses. Donc, moi, c'est ma façon de faire, beaucoup dans la créativité. Je n'ouvre jamais de bouquins, je n'ouvre jamais de livres d'exercice, par exemple. D'ailleurs, je ne fais pas d'exercice. Mais voilà. Et toi, Christophe? Je reviens sur ce que vient de dire David. Pour moi, l'outil qui me paraît, il y en a beaucoup, hein, ils sont tous indispensables, mais il y en a un qui aujourd'hui, quand je jette un petit coup d'œil en arrière là sur tout ce que j'ai vécu sur ces années basket, à tous les niveaux d'ailleurs, hein. Il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur par rapport à cette notion de transmission. Je pense que c'est l'attitude de l'entraîneur. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous rend vraiment service quand on a la prétention justement de transmettre quelque chose. C'est tout simplement de donner envie à la personne qui est en face de soi. Envie de faire à très haute intensité, envie de s'appliquer et surtout de lui donner envie de revenir et de faire encore mieux que ce qu'il vient de faire. Donc c'est pour ça que je parle de toutes ces valeurs qu'un entraîneur éducateur, on parle pas de coach là, doit avoir avant toute chose, avant même une bonne connaissance du basket, avant même d'avoir une vision très précise de ce qu'il veut mettre en place. Je pense que le personnage
l'entraîneur, hein, le personnage est très important parce que finalement les joueurs, c'est ce qu'ils retiennent d'un coach. C'est la passion qu'il peut transmettre, c'est l'envie de se dépasser, donc le dépassement de soi. Ce sont des valeurs qui font, je pense que vous en êtes tous convaincus, ce sont des valeurs qui font vraiment avancer les choses et qui donnent beaucoup de cohérence après quand on voit évoluer un jeune comme ça sur différentes catégories pendant plusieurs années. Voilà l'outil qui me paraît être pour moi indispensable quant à cette notion de transmission. D'accord. Alors, nous saluons tout le monde, évidemment. David, Nicolas Croisy qui te salue également. Ah, Nico. Donc, voilà, donc si tu veux passer un message, qu'il va bien. Ouais, j'espère qu'il va très très bien. Et que son fils se porte très bien d'ailleurs. Donc voilà, donc on salue tout le monde. Théo Salomon, Erwin, il a une question pour toi. Il dit salut la team, et puis Erwin, comment tu te remets en question? Pas sur le moment même déjà, parce que je suis un peu à chaud après les matchs ou les entraînements, donc c'est pas sur l'instant même où je vais me remettre tout de suite en question. C'est souvent un petit peu après. Je suis quelqu'un qui, que ce soit dans la victoire ou la défaite, revoit souvent son match, se repose des questions, voilà, comment je me remets en question beaucoup là-dessus. Je me dis ce qui a été bien, j'aurais pu le faire peut-être mieux, et ce qui a été mal, comment je peux faire mieux. Voilà, c'est surtout ça. Après, des fois, je me suffis un peu à moi-même. Hein, je suis quand même un jeune, donc des fois un peu un petit con. Donc je me dis que c'est bien et que j'ai pas besoin de m'améliorer, mais ça reste rarement très longtemps. Donc c'est vrai que souvent, surtout, comment je me remets en question, je sais pas, c'est tellement vague comme question que je réfléchis quand il y a des trucs qui marchent, comment on peut faire pour que ça marche mieux. C'est une connerie, mais si on a mis un play en place et qu'il a marché 4 fois sur 5, il faudrait qu'il marche 5 sur 5. C'est plutôt dans la volonté que tout marche. Après, on sait que ce sera jamais parfait, mais je pense qu'il faut tendre à cette volonté-là. Pour moi. Et puis tu as Nicolas Croisy également, Erwin, qui te dit t'oublies les coachs de l'un qui t'ont beaucoup appris. À l'apéro, encore une fois, ouais. C'est pas faux. J'ai vécu dans l'intro. Avec Nicolas Croisy, parce que sacré artiste. Et on a une question, donc c'est Piche OO. Donc Piche OO, la question c'est coaching homme-femme, pour interrogation, obligé d'être différent ou non? Thomas, qu'est-ce que tu pourrais apporter comme réponse? J'ai très peu d'expérience dans le basket féminin. Pour moi, ça reste du basket, quoi. Moi, je sais pas comment j'aborderais la chose si j'étais dans l'avenir dans cette situation-là. Mais pour moi, ça reste du basket. Alors peut-être que dans la relation humaine, il y a quelques différences. Et encore. Faut arrêter moi, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on peut pas gueuler sur des femmes et qu'il faut tout le temps gueuler sur des mecs, parce que je pense que c'est une connerie aussi. Moi, je pense que la différence a tendance à se réduire et que ça reste du basket quoi qu'il arrive, quoi. Christophe et Erwin, c'est intéressant cette question parce qu'on en a parlé. Nous, on avait fait ce live là une fois avec Erwin, puis une fois avec Christophe. Qu'est-ce que vous améliorez comme argument, vous? Christophe, je laisse les anciens d'abord. D'entendre ça te fait de plus en plus mal. Tu verras, Erwin, en vieillissant. Non, oui, on en a parlé. Évidemment qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. C'est indéniable. Bien sûr qu'il y a des différences, encore heureux. Il y a des différences. On avait parlé beaucoup de l'aspect athlétique. Alors, ça ne veut pas dire qu'une femme n'est pas athlétique, mais quand on compare un homme et une femme, forcément, il y a des différences. Mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes aussi, évidemment. Mais l'approche psychologique, on parlait de transmission tout à l'heure, de savoir-être, donc sur le plan didactique, pédagogique, etc. Il y a très certainement une manière différente d'aborder les choses aussi avec un groupe féminin qu'avec un groupe masculin. Il y a des différences déjà entre deux équipes masculines. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus scolaires, entre guillemets, beaucoup plus dans la discipline, tout au long d'une semaine d'entraînement. Il y a des équipes qui sont pas du tout dans les disciplines parce qu'il y a des joueurs un peu farfelus, entre guillemets, et qui préfèrent qu'on les aborde autrement. Mais je pense qu'on était tombé d'accord sur le dernier live, justement, qu'on a traité de la différence homme-femme, en tout cas au niveau du basket, on va pas aller plus loin que ça, que un groupe féminin était beaucoup plus enrichissant pour un entraîneur, en tout cas, nous forçait très souvent finalement à nous remettre en question très souvent et nous apprenait beaucoup sur nous-mêmes sur le plan humain en tout cas. Donc je pense qu'effectivement il y a une manière
différente d'aborder les choses, en tout cas sur un plan pédagogique et didactique. Ça, j'en suis convaincu. Je te Erwin? rejoins sur le côté pédagogique, où c'est pas toujours la même chose. Après, comme tu disais Thomas, dans le sens où on ne fait pas que gueuler sur les garçons, ou on ne fait pas que attendrir les filles. Il y a des filles que j'entraîne cette année, tu leur mets pas un coup de pied aux fesses, elles se bougeront pas les fesses. Ou d'autres, je pense que c'est surtout la psychologie, comme tu disais, l'aspect de valeur de transmission qui n'est pas la même avec tout le monde, avec tous les groupes. Et donc c'est pareil dans le basket masculin ou féminin. Chaque groupe est différent, chaque joueuse est différente. Il y a des manières de faire avec chacune et voilà, la dernière fois je parlais de management Oui. qui est d'entreprise qui est devenu de plus en plus dans le monde du basket professionnel ou dans le basket tout court. Et ben c'est pareil là-dessus, c'est des techniques de management qu'il faut qu'on amène avec que ce soit des filles ou des garçons. Mais j'ai déjà poussé des gueulantes sur des filles comme certains groupes garçons où j'ai pas eu besoin de crier, où il fallait être très calme. Il n'y a pas de vérité. Je pense que chaque groupe, comme disait Christophe, chaque groupe est différent. Tu composes avec chaque groupe comme tu trouves la carotte et dès que tu la trouves la carotte. Après, là où je suis d'accord avec Christophe, c'est que les filles, ça va te chercher, quoi. Ça va te chercher bien plus loin que des parce que les garçons, à un moment, il y a un stop d'échange. Alors que les filles, il y a ce côté-là où elles vont être faire chercher encore plus loin et là-dessus, c'est clair. C'est clair. Et toi, David, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je parlerai essentiellement sur le côté développement personnel et développement du joueur parce que les chers coachs ici ce soir ont une bien meilleure expérience de moi au niveau du coaching. J'ai coaché des filles et des garçons, mais bon voilà, je vous laisse ce côté-là. Sur le côté développement individuel, l'autre jour j'ai fait une interview avec une assistante WNBA, NCA, qui est une ancienne joueuse de D1, et elle disait qu'il y avait beaucoup d'études scientifiques qui prouvaient actuellement que l'athlétisation des filles était en train de rattraper fortement les garçons. Il y a énormément de filles aux États-Unis qui commencent à dunker. J'ai vu, moi, au Canada, pas mal de filles dunker aussi. Mais oui, il y a des différences. Par contre, moi, des filles que j'ai eues, en général, les filles que j'ai sont en général championnat de France. C'est rare qu'elles ne soient pas en championnat de France, ou alors c'est des U13 qui sont souvent en sélection. Et moi, je vois surtout un état d'esprit tourné vers la performance, que ce soit les garçons ou les filles. Et c'est moi ce qui m'intéresse dans le développement du joueur, parce que si on n'a pas en jeune un certain état d'esprit, un certain mindset tourné vers la performance, ça marche pas. Ça marche pas. Enfin, en ce qui concerne moi, mon travail, qui est de l'amélioration du joueur, ça ne marche pas. Donc, je fais aucune différence. Mais je rappelle que mon boulot, c'est pas de coacher lors d'un match. Mon travail, c'est l'amélioration technique, physique et psychologique. Mais alors, ouais, je reviens. Je fais quelques différences, mais au niveau mental, évidemment, obligé. Mais finalement, les filles que j'ai croisées moi, elles réfléchissent pas comme des filles en fait. J'ai croisé 3 filles, c'est en 4 ans que je fais du training. J'ai croisé 3 filles, non 2 qui sont en équipe de France et une qui y est bientôt. Mais c'est pas des filles, c'est pas des filles. Donc, en dehors du terrain, ce sont des filles, mais sur le terrain, ce sont des guerrières. Donc, je peux pas. Pour moi, il y a très peu de différence, mais par contre, je fais la différence entre chacun de mes joueurs. Donc, pour moi, la question ne se pose pas. Garçon, fille, petit, grand, black, chinois, peu importe. Ok. Du coup, puis j'espère qu'on a répondu à ta question. Et Théo Salomon, Erwin te dit que il aime bien les questions pièges, mais que tu t'en sortais pas mal. Bon, bah, j'aurais déjà un bon point aujourd'hui.
Alors la question suivante, elle est plutôt sur le support que vous utilisez. Quels soins apportez-vous à la préparation et à la confection de vos séances d'entraînement et quel support utilisez-vous? Thomas? Moi, c'est très simple. J'ai mes feuilles blanches avec des petits terrains de basket. Voilà. Et quand je prépare ma séance, je la prépare toujours sur cette feuille-là. Parce que je peux la mettre dans ma poche. C'est plus facile quand on t'entraîne de la ressortir à un moment donné quand les mecs font une pause boisson, de revoir les priorités qu'on avait mis en place. Et c'est comme ça que je prépare mes séances. Alors, il y a sûrement que moi qui est capable de lire cette feuille parce que j'écris ça très vite, très mal. J'en prends pas beaucoup, malheureusement pas beaucoup soin. Et d'après, quand je trie ça dans un coin et des fois je relis même jamais. Par contre, à côté de ça, j'ai un cahier où je sais telle séance, en gros les thèmes abordés. Voilà, c'est comme ça que moi en tout cas je fonctionne. On a un cahier avec le coach où on sait que tel jour on a travaillé ça, tel jour on a travaillé ça. Voilà, mais on garde pas l'ensemble des exercices super au propre. Ça, non, on le fait pas, peut-être pas assez, mais voilà comment on fonctionne nous aujourd'hui à Orléans. Et toi, Erwin? Moi, une feuille blanche, j'ai mon stock à côté avec ma petite plaquette qui tient ma feuille blanche et puis j'écris dessus. Et puis et généralement, je la jette 2-3 fois parce que ça me convient pas, donc j'en prends une troisième. Je suis pas très écolo, désolé pour les écolos qui nous suivent. Voilà, ma feuille blanche. Après, j'ai un défaut, c'est que je remets pas au propre derrière. Je devrais peut-être le faire, mais j'ai une tonne de feuilles un peu, comme disait Thomas, gribouillées, griffonnées. Et après, je renote dessus ce qui a pas été après l'entraînement, mais je prends pas le temps de le remettre au propre. Donc voilà. Et toi, David? Alors moi, si donc moi je rappelle le contexte particulier, c'est que je ne coach pas en club. Hein. Donc si je me déplace par exemple sur un camp, ou la semaine dernière sur une séance. Alors sur un camp, j'ai un canevas. J'ai un canevas, je sais en général, de toute façon, quelle que soit la ville dans le monde où je me déplace, les joueurs ont les mêmes défauts. Donc, je commence par les mêmes thématiques. Par contre, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma journée. En général, j'entraîne 6 heures par jour. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais par quoi je vais commencer et je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas le 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, comment ça va se passer mon camp. Je fais en fonction de ce qui se passe et je fais en fonction des joueurs. Si c'est une séance individuelle, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Non, c'est pas que c'est plus facile, c'est que les informations vont me venir d'un seul joueur. Et si c'est un groupe de joueurs, les informations vont me venir de ce que je vois de l'ensemble des joueurs. Donc, en fait, moi, je ne prépare pas beaucoup. Je prépare pas beaucoup et souvent au dernier moment, en fonction du feeling du moment. Mais je m'adapte à chaque 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes. C'est particulier. Les entraîneurs de club doivent surtout pas écouter ce que je viens de dire. Parce que, voilà, moi c'est propre à mon format et à ce que je fais tous les jours. Ça ne peut pas être dupliqué, comme on en revient à la première question, ça ne veut pas être dupliqué à coacher une équipe de U13 région club. Ok. Et toi, Christophe? En point, sur un dribble, en catch and shoot, etc. Bon, bref. Ça peut être tout simplement un relevé statistique. Très souvent, j'ai mon ordinateur avec moi, une feuille aussi, et c'est un relevé statistique du nombre de tirs tentés, nombre de tirs réussis, et puis on essaye, par contre, d'être très attentif à la situation que l'on propose, et cette situation de la faire évoluer dans le temps, justement, pour qu'à un moment donné, le joueur il se rende plus adroit. Donc ça peut être tout simplement l'ordinateur, un tableau Excel pour justement que les calculs se fassent automatiquement. Mais dans le cadre d'un entraînement collectif, un peu comme Thomas, j'ai une feuille, j'écris maintenant, parce qu'avant je faisais sur l'ordi, j'ai une feuille, je prépare ma séance, donc j'essaye de planifier mon entraînement, je planifie ma semaine d'entraînement, comme je peux planifier, Thomas il m'a vu faire, bon, on l'a fait ensemble, planifier par exemple la pré-saison, donc 6 à 8 semaines d'entraînement.
on essaye de tout prévoir, de minuter, etc. Mais je rejoins David quand même sur ce qu'il vient de dire. C'est que avec l'expérience, je me suis aperçu que tout ce que l'on peut préparer, de l'échauffement jusqu'au dernier exercice de la séance qui va durer 1h30 à 2 heures, ou 1 heure d'entraînement, peu importe, on arrive finalement à le tenir 50% de ce que l'on a prévu de faire, on arrive à le réaliser sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on est confronté à des choses qu'on ne pouvait pas prévoir sur une séance. Les réussites, les échecs des uns, réussites des autres, et il faut manager donc tout ce groupe sur un même temps d'entraînement. Donc finalement, on est constamment en train de s'adapter. Et ce qui est important quand on parle de support d'entraînement, c'est le débriefing que l'on fait de nos séances. Ça, c'est important, parce qu'on a prévu de faire quelque chose, on se rend compte que l'on a réalisé ce que l'on avait prévu de faire à 50% seulement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut bien analyser ce qui s'est passé sur sa séance pour être au plus juste sur la prochaine séance, que ce soit dans le cadre d'un entraînement individuel ou collectif, en pré-saison ou en saison régulière. Un lundi, un entraînement du lundi comme un entraînement du jeudi ou du vendredi veille de match. Je pense que la prise de notes après la séance, elle est très très importante justement pour réajuster encore pour la séance d'après. Donc, en termes de support, en général, j'utilise tout. La feuille, l'ordinateur. Si j'ai la chance d'avoir de la vidéo, je peux filmer les entraînements parce que pour mon débrief, ça me sert derrière. Bon, voilà. Il y a plein de choses. Je me refuse rien. Alors, avant de faire la transition, justement, parce que tu as pointé l'ordinateur tout à l'heure et les outils que je vais vous demander ensuite, on a une question de Kevin Chappell qu'on salue. David, ce n'est pas au coach justement de s'orienter, ce n'est pas au coach de justement orienter et développer le mindset des plus jeunes. Évidemment. Évidemment. J'ai fait des vidéos, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Donc je vais essayer de les résumer en 1 minute. L'autre jour, j'ai discuté avec Phil Andy. On a eu la chance avec mon associé de discuter 15 minutes avec Phil Andy, l'assistant des Lakers. Donc on lui a demandé par rapport à Kobe, à LeBron James, c'était quoi la différence avec les autres joueurs NBA. Et il nous a dit, ce que je m'attendais à une partie de ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que c'était leur mentalité au-dessus de tous les autres joueurs, au-dessus de tous les joueurs. Et lorsque j'ai réfléchi à ces problématiques-là, et même si je suis pas coach mental et que j'ai pas envie de le devenir parce que j'ai envie de rester traîneur, je suis bien obligé, comme vous tous, de me positionner sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Pour moi, le traîneur, l'entraîneur, le coach doivent apprendre aussi aux joueurs à aborder le match, comment s'entraîner, l'intensité, parce que l'intensité c'est souvent un problème mental, c'est pas un problème, pas forcément un problème technique. Et en fait ça s'apprend. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est très compliqué, c'est beaucoup de travail à acquérir, que ce soit pour les coachs ou pour les joueurs. La bonne nouvelle, c'est que LeBron James n'est pas né comme ça. LeBron James s'est fait avec certainement des étapes de la vie compliquées parce qu'il n'a pas eu de père, etc. Mais on ne naît pas mentalement fort. Ça n'existe pas. Ça s'apprend. Et donc, si ça s'apprend, il faut des mentors qui l'apprennent. Donc, nous, coachs, traîneurs, éducateurs, nous sommes là pour ça aussi. Et je dirais que pour moi, aujourd'hui, c'est prioritaire, avant la technique. Ok. Alors, justement, ça me fait la transition. Oui, vas-y, Christophe. Je me permets, très intéressant ce que dit David, encore une fois, là. Je me permets de juste continuer un peu ça. C'est pour moi un des facteurs de performance, le facteur de performance le plus sous-estimé dans notre milieu basket. On a énormément progressé sur la préparation physique. On a énormément progressé sur le plan de la technique individuelle, avec maintenant Internet, les télés qui diffusent l'Euroleague, la NBA.
Quand on regarde l'Euroleague, je pense qu'aujourd'hui, on a énormément progressé aussi sur l'approche stratégique du jeu, la lecture pick and roll. Aujourd'hui, bon, 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, moi, quand j'étais cadet, on regardait jamais d'Euroleague. Aujourd'hui, oui, beaucoup. Et je pense que le facteur mental est pour moi la prochaine étape qui va vraiment nous faire progresser énormément. Ce serait, Florian, probablement un thème à aborder dans le cadre d'une autre visioconférence, l'aspect mental de la performance. Je pense aussi. Pour moi, si je peux me permettre, aujourd'hui, je ne peux pas travailler sans un de ces aspects-là. Je ne peux pas, quand je suis avec un joueur, 2 joueurs, 10 joueurs, 50 joueurs, il n'y a aucune dissociation pour moi dans le travail. Je travaille l'ensemble des techniques, du mental et du physique d'un joueur. Je peux pas séparer. Et je pense de toute façon, vous serez tous d'accord là-dessus. Hein, quand vous avez un joueur ou une joueuse qui arrive à l'entraînement et qui n'a pas envie de s'entraîner, ou il fait un entraînement de merde. C'est pas une question de technique, c'est pas une question de physique. C'est que le joueur n'avait pas envie. Donc, on peut pas aborder l'éducation du sport, on peut pas aborder l'entraînement sans tous les aspects ensemble qui vont faire que l'entraîneur va s'adapter à la situation. Ok. Donc justement, Christophe, je peux me permettre de rebondir par rapport à tout à l'heure, tu parlais de l'ordinateur. Quels outils pensez-vous qu'un entraîneur doit maîtriser? Papier, stylo, ordinateur, quoi d'autre? Erwin? Bon, le principal outil qu'il doit maîtriser, c'est d'être sur le terrain et puis d'essayer d'amener des choses qui l'amènent. Ça, c'est des trucs en plus. T'as des entraîneurs qui maîtrisent pas tout et qui arrivent à amener des trucs en plus dans leur entraînement. Je veux dire, je suis pas, il n'y a pas pour moi de bonnes ou de mauvaises outils à savoir utiliser. C'est selon comment tu le perçois, comment tu ressens le truc, comment tu vis avec. Je donne des exemples, mais je connais des coachs qui fonctionnent tout à l'informatique. Ils préparent leur entraînement sur la tablette, tout est fait avec des écrans, et je connais des coachs qui font tout au papier, ils ont des bouquins entiers. Je pense que c'est surtout, encore une fois, un truc de s'approprier les choses, de s'adapter par rapport à ce que nous on veut, tout ce qu'on aime, ce qu'on apprécie ou ce qu'on ressent. C'est toujours la même chose, je pense que c'est beaucoup de ressenti sur la préparation, sur les outils. Comme disait Christophe, lui, il utilise la vidéo après l'entraînement. Il aimerait l'utiliser ou il l'utilise quand il peut l'utiliser. Moi, je sais que regarder un entraînement après par vidéo, c'est pas un truc qui me guide, qui m'intéresse, par exemple. Et parce que c'est moi, parce que c'est mon ressenti, c'est ma façon de faire, ma façon d'être. Moi, je préfère peut-être me rappeler, avoir le ressenti, peut-être discuter avec une joueuse. À ce moment-là, je me rappelle d'un moment, je vais lui dire, bah, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as fait à ce moment-là comme ça? Et ressentir, le noter, à ce moment-là, Micheline, elle a décidé de faire ça comme ça parce qu'elle a ressenti ça. Et bah, peut-être que moi, j'ai pas ressenti ça. Pas plus sur le ressenti du truc. Moi, je vais pas être... c'est du recul, c'est de l'échange, c'est plus là-dessus. Moi, mes outils à moi, par rapport aux entraînements, le stylo, tout ça, chacun fait comme il le sent. Je pense que c'est surtout ça. Surtout qui est très important pour les entraîneurs. S'approprier les trucs à son ressenti. Thomas? Je pense que chaque joueur est différent et il y a des joueurs qui vont être très sensibles à une démonstration. Il y a des joueurs qui vont avoir besoin de voir la plaquette et de voir le schéma dessiné sur la plaquette. Il y a des joueurs que si on peut, je sais que nous à Orléans, on a la chance d'avoir un outil vidéo qui nous permet de, dans la séance, montrer quelques images. Voilà, si on peut, il y a des joueurs à qui ça a beaucoup plus parlé. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à essayer de, quand on fait du travail individuel, on s'adapte à son joueur et on dit voilà, je sais que lui, j'ai déjà travaillé avec lui, je sais que lui, c'est comme ça que ça marche avec ce joueur-là. Et quand on fait du travail collectif, c'est de changer les moyens de faire passer les messages pour toucher le plus grand nombre de joueurs possible. Voilà, moi, comment je fais. Donc, plus il y a d'outils et faut les maîtriser, les outils. C'est sûr que si on veut faire de la vidéo mais que ça marche pas, c'est une catastrophe. Plus on maîtrise d'outils, plus on va pouvoir être percutant, performant avec le plus de joueurs possible. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Et toi, David? En fait, moi, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas compris la question. Je pense que Erwin avait compris comme moi, c'est-à-dire, et là, en fait, Thomas, en fait, a répondu, lui, il a compris d'une autre façon. Donc, la question, c'est sur les outils pour que le coach puisse travailler, pour monter sa séance, ou c'est les outils d'apprentissage pour le joueur? Pour le coach. Après, Erwin, tu vois, quand il parle de ressenti, pour lui, c'est un outil. Ah oui, oui, non, ça, Voilà. et j'ai bien aimé qu'il dise ça d'ailleurs parce que je pense que je vais, comment dire, rebondir là-dessus, sans jeu de mots. Place pour rebondir. Moi, je dirais, oui, qu'il faut. En fait, la bonne nouvelle pour nous, les coachs, c'est qu'on n'est pas prêt d'être remplacé par des robots. Parce que notre métier est très compliqué. Et justement, par les facteurs d'analyse que Erwin disait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui se passent pendant une séance, on a beaucoup de ressentis, et même si effectivement à Orléans ou moi souvent je filme beaucoup de choses, Christophe pareil, le film, vous savez tous que c'est pas comme la réalité. Donc les ressentis sur la vidéo, les ressentis sur le live, les ressentis d'un coach qui a 1 mètre d'un autre coach ne va pas être les mêmes. Donc on a beaucoup de contraintes d'analyse et les outils doivent nous permettre de nous aider et pas l'inverse. Par exemple, moi, la feuille et le stylo ne m'aident pas du tout. Et je ne pense. Et il y a plein de joueurs de la même façon pour apprendre que ça va pas aider non plus. Donc, il faut trouver les meilleurs outils, et il faut analyser, compiler et retranscrire. Et si on fait la deuxième partie de la question que j'avais compris aussi, c'est que le meilleur outil, c'est la progression du joueur ou de son équipe. Et ça, on aimerait bien tous savoir comment faire à chaque fois, et en fait, personne n'a la réponse. Donc, il n'y a pas de bons ou mauvais outils. Et toi, Christophe, qu'en penses-tu? Tout a été dit. Peu importe, chacun a ses propres outils. Ça a bien été compris au travers de ce que mes 3 collègues viennent de dire. La chose la plus importante, et c'est ce que Erwin a dit aussi d'ailleurs, donc je vais répéter, c'est de maîtriser les outils qu'on utilise. Thomas, il l'a dit tout à l'heure, faire de la vidéo sans savoir maîtriser l'outil vidéo, c'est une catastrophe. On a l'air d'un con, les joueurs attendent, finalement ce qu'on veut montrer, on n'arrive pas à le montrer, bon bref. Donc c'est surtout maîtriser ce que l'on utilise, c'est ça qui est très important. Alors, on a une question de David Duché qu'on salue. Sur un visionnage d'après-match, quelle durée préconisez-vous pour débriefer pour une équipe de jeunes U13, U15? 12 minutes. Comment? Il y a des études scientifiques qui ont été faites dans le monde de l'éducation nationale. Ah, on est sauvés alors. Oui, mais c'est important quand même, parce que l'attention qu'un jeune de 13 ans, 15 ans, hein, donc on se situe à peu près fin de collège, début lycée, est de 12 minutes. La concentration devant un écran, quand on lui montre quelque chose de très précis, pour le faire progresser, c'est entre 10 et 12 minutes, pas plus. Tu ferais 12 minutes de vidéo à des jeunes du 13 du 15? Pas plus que 12 minutes. Ouais, parce que mais je sais pas, Thomas, tu peux peut-être me le confirmer, mais je suis même pas sûr que des pros ils sont capables de tenir 12 minutes devant devant un écran. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça dépend lesquels, Erwin. Ça dépend Avec Thomas, rappelle-toi Thomas, au Paris-Levallois à l'époque quand il y avait Sean May, cette fameuse équipe avec qui on a gagné d'ailleurs la Coupe de France. Sean May était un fou de vidéo. Ouais. Lui, il fallait que tout soit décortiqué, parce que c'était un joueur très intelligent, et il voulait tout savoir sur tout, et sur tous les joueurs. Et il pouvait rester des heures devant la télé. C'était un des rares qui nous demandait le match, d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, Tom. Bref, en tout cas, voilà. Et quand on lui donnait le scouting report que Thomas faisait, qui faisait 4-5 pages, il décortiquait tout, et il savait tout sur tout. Et dans la même équipe, il me semble que tu avais... Andrew, par exemple, hein, que j'adore d'ailleurs,
qui lui était beaucoup moins attentif à ça. Il se concentrait sur son adversaire direct et puis il allait pas plus loin que ça. Ça Pour dépend des comparer gens. par rapport à ça, Sean May et Jawad Williams qui étaient ensemble, je crois, à cette époque-là. Oui, C'est ça. Ils sont de la même université, ils ont un peu le même. oui. C'est pas du tout pareil du coup. Jawad Williams, comment il faisait lui par exemple? Est-ce qu'il regardait autant de vidéos ou il s'en foutait Non, complètement? Thomas, il peut répondre. Thomas, il peut Thomas, répondre. réponds-moi s'il te plaît. Non, Jawad était moins demandeur que Sean. Jawad, il était toujours intéressé par son adversaire direct, un petit peu comme Andrew, mais pour lui, rester 1 heure en vidéo, c'était pas possible. C'était un mec qui voulait, voilà, on commençait une séance, avant la séance, on faisait une petite séance vidéo. Bah, au bout de 10 minutes, lui, il avait envie que ça se termine et qu'on aille sur le terrain. Alors que Sean était capable de rester beaucoup plus longtemps, attentif et concentré. Voilà. Après, pour rebondir un petit peu, nous, moi, j'ai travaillé avec des joueurs pro qui une séance vidéo, déjà rentrer dans la salle vidéo, ça les fait chier. Donc, c'est la première chose. Et puis, il y en a d'autres qui sont super attentifs. Donc, voilà. Donc, nous, j'ai pas de solution miracle. Mais à Orléans, on préfère faire des séances vidéo souvent et les faire courtes plutôt que faire une séance vidéo d'une demi-heure. Il nous arrive quand on a fait un match où on veut montrer plein de choses. Bah, avant l'entraînement du lundi, qui va être un entraînement offensif, on va montrer notre attaque, ce qui n'a pas été sur le match d'avant, pour pas que ça dure trop longtemps. Le montage en lui-même va durer 6-7 minutes et le temps en salle vidéo va durer 10-12 minutes, 15 minutes grand maximum parce que des fois on remonte, parce qu'on parle un petit peu. Et avant l'entraînement du mardi qui sera l'entraînement plus défensif, bah on va montrer quelques séquences de défense. Et encore une fois, on va pas tout montrer, on va bien choisir. Un thème maximum en attaque, 1 ou 2 thèmes maximum, parce que si on veut tout faire, on fait rien. Donc concentrer les mecs sur 1 ou 2 choses, et puis après que ce soit en cohérence avec l'entraînement qu'on va mettre sur le terrain derrière. Voilà comment nous on travaille, et personnellement je pense que c'est une bonne façon de faire à Orléans, comme on a travaillé cette année. Et dans un club Donc, amateur, justement, je fais une petite parenthèse, excuse-moi Florian. Moi, je me sers souvent de aucun mon problème. téléphone portable quand je fais du travail individuel ou quand je suis avec des U13, des U15, et qu'on met un petit exercice de plot là pour travailler un peu le ball handling, là, la dextérité avec un enchaînement en double pas, bon, peu importe. Je les filme avec mon téléphone portable. Je les filme et puis je leur montre. Quand je leur dis, mais ton dribble un peu plus bas, sois un peu plus fléchi, etc., etc. Et en instantané, ils arrivent à voir finalement, faire des corrections, le refilmer derrière pour leur montrer les progrès qu'ils ont fait sur 5 minutes. Je me sers beaucoup de mon téléphone, moi, en entraînement. Bah justement, ça, par exemple, ça peut rentrer dans la question suivante que j'ai posée et en même temps sur l'outil que tu es en train d'en maîtriser. Et en même temps, c'était par rapport à une question suivante par rapport à la vidéo. Donc, on va parler tout de suite de la vidéo. Donc, la vidéo chez les jeunes, je pense que Christophe, tu penses que c'est une très bonne chose. Est-ce que vous pensez tous la même chose? Attention, pas à tous les entraînements. Hein. Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai passé mon DE et je maîtrisais pas encore très bien l'outil vidéo, je suis parti en tournoi des étoiles avec une génération que je coachais pas, mais que j'avais proposé juste de faire la vidéo pour m'entraîner. Et comme disait un peu Thomas, sur des courtes séquences, leur montrer des trucs qui étaient impactants, ça avait marché. J'avais ressenti la différence sur les matchs. Donc je crois à la vidéo sur les jeunes, sauf que je crois qu'il faut montrer des... C'est comme quand on entraîne, tu sais, quand tu es jeune entraîneur, on t'apprend toujours, il faut que tu donnes que 3 consignes techniques maximum à chaque exercice ou truc que tu mets en place. Et ben, je reprends ça sur la vidéo. C'est de montrer 3 trucs assez marquants pour que la fois suivante, on voit la différence sur ces 3 trucs. Tu vois, sur ces 3 objets. Et je crois en ça. Je crois au fait que tu peux montrer 3 faits marquants à des jeunes et qui soient capables de le changer. D'accord. Quel matériel vous mettez dans votre sac avant une séance d'entraînement et avant une rencontre? Thomas? Moi, avant ma séance d'entraînement, j'ai toujours ma plaquette, j'ai toujours mon cahier où j'ai tous les entraînements et j'ai des feuilles avec des terrains de basket pour préparer les séances. Voilà, j'ai toujours mon ordinateur, mais moi je le sors jamais aux entraînements. C'est toujours quand je fais le travail de vidéo avant ou après. Et pour le match,
J'ai bien sûr la plaquette. J'ai un scouting report de l'équipe adverse, le playbook de l'équipe adverse, et j'ai des fiches d'évaluation, surtout défensives. Cette année, je prenais Je les filme avec mon téléphone l'évaluation portable. défensive, de savoir quand est-ce qu'on prenait un panier, pourquoi, pour qu'on puisse faire des retours Je au les coach filme en et puis je disant leur montre. attention, par exemple Quand sur je leur pick and dis, roll, on a déjà pris 6 points alors qu'on est au milieu du premier quart-temps. Ça fait 12 points sur rebond off qu'on prend, voilà, des choses comme ça, pour avoir des chiffres précis à donner au coach. Mais ça, c'est par rapport à ce que m'a demandé le coach de faire, tout simplement. David, toi qui es dans un contexte plus particulier, comment tu fonctionnes? Je fonctionne quasiment comme mes joueurs, comme je leur demande de fonctionner, sauf que j'ai une chose de plus qu'eux, c'est mes cônes qui me quittent jamais. D'ailleurs, ils sont là. Ils sont pas jamais très loin. C'est pas une marque particulière, mais c'est un cône particulier. Il me faut ce cône-là. Sinon, je ne peux pas fonctionner. Donc, il me faut ma bouteille d'eau, comme tous mes joueurs. Sinon, d'entrée de jeu, je les engueule. Mon short, parce qu'il faut que je démontre tout ce que je fais. Il me faut mon ballon à moi, parce qu'en général, les ballons des autres, je suis trop mauvais avec. Donc, comme je suis pas très bon, il faut que j'ai un bon ballon. Les cônes, et puis je crois que c'est bon, hein, les baskets, bien évidemment. Mais voilà, ça fait partie de la tenue complète. Si j'ai ça dans ma petite valise, je peux partir un mois et entraîner tous les jours, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Après le reste, il faut pas que j'ai de perte de mémoire. Je regarde pas mon ordi. Enfin, c'est peut-être un défaut, mais en fait, j'ai tout dans ma tête. Donc après, voilà, j'ai ce qu'il me faut. Et toi, Erwin? Ce que j'apprécie chez David, c'est qu'il respectait les règles Covid-19 bien avant. Donc Ah ouais, ça n'a rien changé le Covid. c'est pas mal. C'est l'avantage. Moi, pour l'entraînement, bouteille d'eau, cette année, j'ai compris que le sifflet était important. J'avais pas de sifflet avant, je faisais tout à la voix. Et sauf que je me suis rendu compte que quand je disais top ou stop, c'est les filles comprenaient la même chose. Donc des fois elles s'arrêtaient alors que je disais que c'était top. Donc maintenant je pense que c'est pour arrêter. C'est Anthony Brossard qui m'a parlé de ça, et puis Frédéric Berger avec qui je travaille, qui font siffler. Et c'est vrai que la différence est notable. Pour l'entraînement, ma bouteille d'eau aussi. Des fois je prends ma plaquette, ça dépend. Je n'ai pas tout le temps utilité. Et avant les matchs, plaquette, j'aime bien boire de l'eau. Et mes écouteurs, parce que des fois je le mets un peu dans mon coin, j'écoute de la musique, c'est un truc qui me détend avant les matchs. Voilà. Donc c'est important pour moi. Christophe, toi, comment tu fonctionnais? Ou comment tu fonctionnes? Aujourd'hui, avec rien, en fait. Je prépare mes entraînements toujours, par contre. Même si très souvent, en fait, on écrit les séances, on pose la feuille sur la table. La séance, comme disait David tout à l'heure, on l'a dans la tête. Donc, après, je me concentre plus sur comment gérer l'entraînement en fonction de ce qui se passe. Voilà. Et finalement, tout ce que j'ai écrit, j'oublie. J'ai tout là. Non, mais je pense que ce qui m'arrive pas tout le temps, hein, pour être honnête, très franchement, il y a des moments où on n'a pas envie d'entraîner. J'essaye de venir tout le temps avec avec de l'énergie et de donner beaucoup d'énergie finalement aux joueurs que je vais entraîner. C'est pas forcément des outils matériels, parce que même une plaquette, le nombre de séances où on pose la plaquette sur la table et puis finalement on s'en sert pas, quoi. Si ce n'est que pour marquer le score parce qu'on n'a pas de tableau d'affichage. Mais ça arrive pas souvent, donc je pense que ce qui est important par-dessus tout, au-delà des supports matériels, c'est de venir avec cette dose d'énergie qui finalement va faire vivre la séance correctement et qui va créer une dynamique très positive pendant 1h30. C'est ça qui est important. Après, on parle d'ordinateur, de caméra, de plaquettes, de feuilles, de machin, de tableaux. Oui, j'ai fait des entraînements avec un grand tableau blanc pour marquer les scores sur des séries de tirs, etc., pour challenger un peu les joueurs et tout, mais pour moi, c'est pas le plus important. Ok.
On a Kevin qui nous pose qui nous dit lui qu'il utilise toujours son téléphone et surtout pour expliquer son exercice avec des logiciels Android. Vous en pensez quoi? Quel logiciel, par exemple? Ouais. Kevin, quel logiciel? On attend ton commentaire ou tu peux nous le dire à l'oreillette, aucun souci. Pendant ce temps, quel regard avez-vous au sujet des statistiques? Que pensez-vous des statistiques chez les jeunes? Et qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous en ressortez des statistiques? Thomas? Bah, alors, je vais parler chez les jeunes. Moi, forcément, assistant d'une équipe pro, les stats, ça fait partie de mon boulot et j'ai accès à énormément de stats. Mais chez les jeunes, le problème chez les jeunes, c'est que la seule stat dont on parle, c'est les points marqués. Sauf si vous faites en sorte de prendre d'autres stats pour votre équipe. Donc, soit vous avez un assistant qui le fait pendant le match, soit vous le faites vous avec votre vidéo. Mais ça, c'est un gros problème chez les jeunes parce que c'est pas la pire stat, mais c'est une stat qui peut être dangereuse. Moi, il y a des stats qui m'intéressent beaucoup, c'est le plus-moins. Pour moi, c'est la meilleure stat du basket. C'est même si tu as mis 2 points en 20 minutes, si sur les 20 minutes que tu as passé sur le terrain, ton équipe, elle était à +8, bah, ça veut dire que tu as été rentable, tu as aidé ton équipe à être performante. Pour moi, c'est la meilleure stat. Donc, c'est des stats qu'il faudrait mettre en avant chez les jeunes. Après, moi, il y a d'autres stats que j'aime bien. Alors, quand j'étais en centre de formation, je disais toujours aux joueurs, il faut que ton évaluation soit supérieur à ton nombre de points. Sinon, tu es un croqueur. Voilà. Et ça, c'est des choses voilà, le mec qui met 18 points, mais avec un pourcentage pourri et qui a pris un rebond, une passe d'ess, alors qu'il a joué 30 minutes, il a joué que pour sa gueule. Donc, moi, j'essaie de pousser mes joueurs. Non, les mecs qui mettent des points, mais qui ont une évaluation inférieure, ça veut dire qu'ils sont pas dans le sacrifice, ils vont pas piquer le ballon, qu'ils vont pas prendre le rebond, qu'ils vont pas faire la passe d'ess, et qui en plus pas forcément un bon pourcentage de réussite. Et le dernier point que je mettrais en avant aujourd'hui si je travaillais avec des jeunes, c'est essayer de prendre des stats tels sur l'année, tel le nombre de fautes offensives provoquées, le nombre de fois où on touche les ballons sans forcément que ça compte comme une interception, mais on va toucher la balle, elle va sortir en touche, on va casser la dynamique de l'équipe adverse, on va les empêcher de dérouler leur situation. Voilà, moi c'est des choses que je mettrai en avant parce que c'est des choses qui sont essentielles pour la réussite d'une équipe. C'est intéressant ce que tu dis, Thomas. Christophe, je vois que tu réagissais, là, t'as levé la main. Oui, non, mais sur l'histoire de l'évaluation qui doit être supérieure au nombre de points marqués, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça veut tout simplement dire qu'au-delà du fait de marquer des points, on peut marquer des points de manière différente. Et l'histoire de Thomas tout à l'heure de dire, voilà, tant que ton équipe est à +8, tu restes sur le terrain. Si à un moment du match, le coach il prend technique, un autre anti-sportif, que finalement sur un quiproquo, il y a 6 lancers francs de suite et qu'on passe de +6 à +12, on va pas dire à l'ensemble des joueurs qui étaient sur le terrain à ce moment-là, super, vous avez fait du bon boulot. C'est contextuel. Mais bon, je rejoins un peu ce que dit Thomas dans ce qu'il voit là. Bien sûr que je suis d'accord avec ça. Mais dans le monde amateur et qu'on est responsable de U11, U13, U15, U17, on n'a pas jamais même, c'est très rare, je sais pas, mes collègues vont peut-être le dire, mais d'avoir des personnes qui sont responsabilisées sur la prise de stats et de faire un retour. Alors pendant le match, c'est encore plus rare, mais même sur les semaines d'entraînement, d'avoir un assistant qui dit ouais, avec les U13, on a joué contre le patelin du coin là, et finalement ça n'arrive jamais. Moi, il y a une statistique qui est très importante pour moi et qui est très simple finalement. Pour donner du sens un peu à ce qu'on essaye de mettre en place, donner du sens aussi au progrès que peut faire une équipe, que peut faire un joueur dans une équipe, etc. C'est le ratio nombre de possessions défendues, nombre de points encaissés. Nombre de possessions jouées en attaque, donc nombre de points marqués. Ce chiffre qui, quelque part, n'est pas du tout précis. On ne sait pas comment on a marqué les points. Thomas, il disait toucher la balle quand on est un peu sur les lignes de passe. Donc là, on met en avant l'agressivité défensive aussi, de ne pas hésiter d'avancer, d'attaquer la défense finalement. Ces deux ratios-là nous permettent après, dans la semaine d'entraînement, de dire défensivement, je vous ai proposé un projet de jeu très simpliste avec des U11, U13, d'accord, mais de déterminer déjà une identité de jeu qu'on essaie d'imposer à l'ensemble du club sur toutes les catégories, défensivement et offensivement. Et ce ratio, il nous renseigne sur finalement l'efficacité défensive et l'efficacité offensive.
Après, à nous de déterminer une échelle de valeur de 0 à 0,5, très mauvais ratio, de 0,5 à 1, un ratio qui est moyen, de 1 à 1,5 et de 1,5 à 2. Bon, bref, et on peut aller jusque très loin. Moi, je pense que cette histoire de ratio est une statistique qui met très clairement en avant si on est bon en défense, si on est bon en attaque. Ou mauvais d'ailleurs. Et après, de se servir de cette stat pour dire, vous avez vu le ratio en défense, là, sur le match de ce week-end, ou sur les 3 derniers matchs, ou sur la première moitié du championnat, on n'est pas bon défensivement, donc on va reprendre de 0 et on va se remettre à travailler la défense sur porteur de balle, à une passe du ballon, les aides défensives, les rotations, etc. Voilà. Dans le cadre d'équipes amateurs sur des jeunes, je parle, hein, pas sur des professionnels. Erwin? Moi, j'ai la chance, avec mon centre de formation, d'avoir quelqu'un qui nous fait les stats à domicile et à l'extérieur sur les U18 et sur les espoirs en NF1, ce qui n'est pas le cas partout, surtout sur les 18. Donc, moi, les stats qui m'intéressent le plus, généralement, avec les filles, c'est le plus-moins, comme dit Thomas, qui je trouvais très intéressant. Après, le ratio un peu balle perdue, passe décisive, ça montre un peu la capacité qu'on a à se partager la balle et justement peut-être pas à jouer tout seul. Et un truc qui m'intéresse énormément, je trouve que c'est le rebond. Je trouve que c'est généralement, en fait, l'année dernière, en arrivant à Lyon, le coach m'avait demandé de faire un peu une étude sur ce que j'avais vu et j'ai remarqué que sur tous nos matchs en filles, généralement, on gagnait quand sur 3 catégories, on dominait 2 sur 3. Alors la catégorie de balles perdues, passe décisive ou de rebond. S'il y avait une des variantes qui était pas bonne, tu avais les 2 autres, tu gagnais. Par contre, si tu en avais 2 qui étaient pas bonnes et une qui était bonne, tu perdais. Et du coup, j'essaye de beaucoup me concentrer parce que c'est la vérité du centre de formation de Lyon avec les joueurs qu'on a en ce moment. Mais c'est un truc qui est réel. Cette année, j'ai pas beaucoup gagné de match quand je perdais le rebond ou les balles perdues en même temps. Et donc, c'est des trucs sur lesquels je me concentre. Après, bien sûr, la réussite du tir, si tu vois une joueuse, tu te dis, elle a beaucoup tiré, c'est sympa de pouvoir voir qu'elle a beaucoup tiré. Mais c'est sur ces valeurs-là que je m'appuie énormément. À la fin du match, c'est les premières choses que je regarde. Et Voilà. toi, David, quand tu étais sur Saint-Etienne, quel regard tu avais sur les statistiques et même aujourd'hui, mais même si les statistiques, est-ce que tu prends pour améliorer les joueurs, des pourcentages sur séance de tir, etc. Moi, je dirais que globalement, tous les outils qui peuvent aider le joueur et le coach à la performance ou à la progression, il faut les utiliser. Peut-être les adapter parce que certains joueurs, ça sera intéressant de travailler avec les statistiques et d'autres, ils sont tellement pas bons que c'est même pas la peine de regarder la feuille de stats ou inversement. Ça va dépendre des joueurs, ça va dépendre voilà, ça va dépendre des joueurs, ça va dépendre des coachs. Il y a des coachs qui sont à l'aise avec, il y en a qui le sont moins. Et ensuite, chez les jeunes, il faut faire attention au revers de la statistique. Comme Thomas disait, nos jeunes aujourd'hui, ils sont focus que sur les points. Ce qui d'un côté est une bonne chose, puisqu'il ne faut pas oublier que le but essentiel du basket, c'est de marquer, mais que d'un autre côté, il n'y a qu'un seul ballon. Donc, il faut que les 4 autres qui n'aient pas marqué, ils aient fait quelque chose et que la feuille de statistique ne soit pas blanche. Et là, j'en reviens moins plus à la vidéo. Je trouve que la vidéo est plus parlante pour nos jeunes que les statistiques. Parce que les statistiques, nous, coachs, on sait les manier, mais on sait très bien qu'une stat pure, elle a un revers, elle a quelque chose qui est caché qu'on ne voit pas. Il n'y a aucune statistique qui permet aujourd'hui de dire si un joueur est suffisamment fléchi sur un pic. Il n'y a aucune statistique qui permet de dire si le joueur était dans l'intensité sur cette action où il a pris un 3 points. Donc, pour moi, la vidéo est plus intéressante. Dans le monde pro, il y a énormément de statistiques. En NBA, ça va beaucoup plus loin que ça, mais par la vidéo et la data sur la statistique. Mais encore une fois, hein, quand on peut parler de statistiques, mais si le joueur ne sait pas faire un écran,
Moi, je regarde pas la feuille de stats. J'ai vu que le joueur savait pas faire des écrans, donc au prochain entraînement, il va falloir qu'il fasse 3 heures à apprendre à faire un écran. Voilà. Ok. Alors, on a la réponse de Kevin par rapport au logiciel. Ça s'appelle Basketball Board. Et le logo est carré avec une balle et en arrière, il y a un système. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. Non. Non. Et, ok. Et on a Guillaume Muller qui nous passe le bonjour. Il prend le train en marche. Donc, salut Guillaume. Est-ce que vous avez d'autres applications justement pour travailler justement vos systèmes ou vos plays? Justement, comment vous construisez vos plays? Je pense qu'on va Votre dire vision tous du la basket. même, non Vas-y. Fast Draw, non? Tout le monde utilise Fast Draw ici, je pense. Moi, oui. Ouais. Ok. Christophe, toi aussi? J'ai utilisé FastDraw beaucoup, plus maintenant, non? J'essaye Ok. de mettre en place là chez les plus jeunes avec l'ensemble des entraîneurs du club jusqu'à l'équipe première. Alors, ça va être un challenge là avec l'équipe première, hein, parce que le problème c'est ouais, ça va être un challenge parce que moi j'ai des vieux pros là qui jouent avec moi là, les Thomas Laroukis, etc. Ils ont Ah plus oui. envie, ils ont plus envie de s'embêter avec des systèmes à tout va, etc. Ils veulent des choses très simples. Mais ce que j'aimerais faire, c'est de m'inspirer un peu de systèmes, un peu l'attaque en triangle là à l'époque de Phil Jackson, le système Preston aussi. Mettre en place finalement une espèce d'attaque tout en lecture. Toujours en Justement, continuité, quoi. justement pour avoir une forme de jeu qui oblige les joueurs à réfléchir dès le plus jeune âge, hein, parce que à force de refuser de mettre en place des systèmes, alors maintenant jusqu'en U17 les entraîneurs, ah non, on va pas mettre de système, il faut pas jouer sur pick and roll. On se rend compte que finalement ils arrivent en U18 et puis nos pauvres joueurs ils comprennent pas le jeu, quoi. Donc je pense que écoute, je vais essayer, voilà, d'avoir une base et avec des déclinaisons derrière en disant voilà, si la balle va là, s'il fait ça. Et je trouve que c'est une manière d'impliquer tous les joueurs, de chez les plus jeunes, de ne pas déterminer de poste de jeu. De demander à tout le monde de jouer dos au panier, de demander à tout le monde aussi d'être capable d'être créateur balle en main, de jouer du 1 contre 1 au large. Bon, bref, voilà. Ok. Donc, Fast Draw m'est pas très utile. Ok. On a Guillaume qui nous dit tout dépend de ce que l'on veut valoriser. Par exemple, lors de vidéos, notamment chez les jeunes, je préfère mettre en avant le nombre de dribbles ou de passes par possession, etc. ou la moyenne de travail sur la possession. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis pas d'accord. Toujours une question de moyens, hein, Qu'est-ce que... toujours c'est à quelqu'un pour les compter ou pour que tu as le temps de le faire. Généralement, sur des jeunes, dans les associations, tout ça, c'est le temps qui te manque de travailler autour de cette vidéo et de tout ça. Après, si tu as des staffs, si tu as un employé de club qui peut le faire sur ton équipe, c'est bien. De toute façon, tous les outils qui sont utilisés comme ça, c'est des progresser. Je pense que après, c'est surtout le temps qui va avec. Pour moi. Qu'est-ce qu'a dit? Je suis pas d'accord. Moi, mais je m'attendais à voir Vas-y. rebondir David là en fait. Non, mais c'est pas sur l'outil de la vidéo, bien sûr. Si jamais on a la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui filme, qui prend des stats et qui nous fait un retour sur, même chez les jeunes, c'est très bien. Hein, attention, hein, tout est bon à prendre. C'est l'utilisation qu'on en fait. Mais quand Guillaume il dit la moyenne de travail sur les possessions, c'est ça? Ça veut dire de prendre le temps de travailler. Oui, il dit la moyenne de travail sur la possession. Ouais. Voilà, de travailler sur un jeu de passe bien huilé, etc. Finalement, on occulte quand même quelque chose qui est très, très, très important au basket. C'est l'intuition du joueur, sa capacité à jouer en première intention et de sanctionner la moindre faute défensive de l'adversaire. Faut pas s'interdire de jouer. Enfin, l'entrée d'un système dès la première passe, à un moment donné, s'il y a une ligne de passe qui est un peu trop haute, etc., et qu'il y a un backdoor qui est grand ouvert, il faut pas s'interdire de le jouer parce que il faut rentrer dans
dans une longue possession. Et alors, une équipe qui joue avec des possessions offensives très courtes et qui marque 112 points de moyenne par match, on va leur dire quoi? Qu'ils savent pas attaquer? C'est pour ça que je dis que je suis pas d'accord. Tout dépend de ce que tu veux travailler. Si tu es en train de travailler ton agressivité offensive et que tu empêches les mecs de dribbler parce que tu mets en avant, il faut faire plus de place que de dribble, c'est dommage. Si tu vas à contresens. Après, si tu veux travailler plus ton jeu de passe parce que sur les dernières situations, les mecs, dès qu'ils attrapent la balle, ils mettent le dribble au sol pour rien. Voilà, là, tu peux mettre des règles en place. Alors moi, j'aime bien mettre en place une situation quand on veut travailler la continuité un petit peu et notre jeu de passe, c'est que 2 joueurs de suite n'ont pas le droit de dribbler. Donc, si je dribble, je fais une fixation, je rentre dans ma raquette, je ressors la balle à 3 points parce que j'ai provoqué une aide, le joueur qui reçoit la balle n'a pas le droit de dribbler. C'est soit il shoot parce qu'il est ouvert, soit il fait l'extra passe parce qu'il y a une rotation. Voilà, c'est après, tous les outils peuvent être bons, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux travailler? Et il faut chercher l'outil qui te permet de pousser les joueurs dans l'objectif que tu recherches. Après, voilà, utiliser tout le temps les mêmes outils, pour moi, sur des règles de dribble ou de passe, c'est dommage parce que c'est, comme disait Christophe, c'est pas la réalité du jeu. Mais de temps en temps, parce que tu travailles un thème précis, trouver une carotte pédagogique, moi j'appelle ça comme ça, pour pousser les joueurs à aller dans le sens, aller chercher l'objectif que tu recherches, je trouve ça intéressant. Donc il y a des exercices pour lesquels compter le nombre de dribbles et pousser les joueurs à avoir plus de place que de dribbles peuvent être très intéressants et d'autres non. Et toi, David, comment tu te positionnes par rapport à cette remarque de Guillaume? Je réfléchis depuis un petit moment à plein de choses, donc j'ai rien compris à sa question. Mais ça va peut-être répondre quand même. Donc, c'est comme certains hommes politiques. Vous avez vos questions, moi j'ai mes réponses, donc je vais donner ma réponse. Non, pour synthétiser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui écoutent, je voudrais pas qu'ils se perdent. Faut pas oublier que là, nous, ce soir, on a quand même une certaine expérience ou une expérience certaine. Tout à l'heure, je sais plus qui parlait du temps. Je crois que c'est Erwin qui disait que dans les petits clubs, on n'a pas le temps. Et des fois, moi, j'ai des jeunes coachs qui me disent ouais, coach, est-ce que tu penses que je devrais faire une séance de vidéo? Et le gars, il a 2 séances d'entraînement par semaine. Non. Ma réponse, c'est non. Tu devrais faire du basket d'abord. Aujourd'hui, en fait, parce qu'il y a YouTube, tout le monde est devant les vidéos. Tout le monde a accès à tous les contenus du monde. Sauf que moi, je vois pas les joueurs progresser sur le terrain. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est pas parce que je regarde des vidéos. On n'est pas dans Matrix où je regarde des vidéos de Kung Fu et j'apprends le Kung Fu en 10 minutes. C'est pour ça que je vous dis, les coachs, on n'est pas prêt d'être remplacés par des robots parce que l'essentiel, on peut avoir plein d'outils, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est la pédagogie de l'entraîneur, le message qu'il va pouvoir faire passer. Moi, des fois, pour moi, une bonne séance, c'est une séance où mon joueur, en très peu de minutes, il a passé un cap, il a progressé. Une séance où mes joueurs ne progressent pas, c'est pas une bonne séance. Il faut qu'on la continue. Où il faut qu'on recommence, où je suis désabusé, il va falloir trouver des solutions. C'est impensable pour moi. Et je crois que c'est des jeunes entraîneurs qui nous écoutent. Moi, quand j'étais jeune entraîneur, on m'avait dit quelque chose, c'était pas au basket, c'était en multisport. On m'avait dit, en 20 minutes, tes débutants doivent progresser. Si en 20 minutes, ils sont pas capables d'apprendre quelque chose, c'est que t'es pas un bon. Et j'ai toujours gardé ça depuis 97. Et encore plus aujourd'hui. Et des fois, en une phrase, on peut changer un joueur à vie. J'ai vu des joueurs changer à vie avec une phrase. Il n'y a même pas besoin d'exercice. Il n'y a pas besoin de vidéo. Il n'y a pas besoin de... Mais quand on a le focus du joueur, quand on a sa concentration, on peut lui faire n'importe quoi. Quand on parlait de mindset, il y a des joueurs, quand ils veulent changer leur tir, mais en réalité, ils n'ont pas envie de changer leur tir. Donc, si leur mindset est prêt à changer de tir, en 10 minutes, je peux changer le tir d'un joueur, en 10 minutes, à vie. Mais s'il n'est pas prêt, ce joueur-là, il ne changera jamais. Voilà. Donc,
Euh, tous les outils sont bons, mais il faut pas oublier le jeu. Je sais plus qui, je crois que c'est Thomas qui disait le jeu. L'important, c'est le jeu. C'est pas les set plays. Hein. Moi, je vous dis, moi, faut pas m'écouter parce que je dis beaucoup de bêtises, mais je vais rejoindre Popovic. C'est pas la stratégie qui est importante, c'est la technique. La technique sera toujours au-dessus de la stratégie. Vous pouvez avoir le meilleur play du monde, vous pouvez avoir les meilleurs logiciels du monde. Quand un joueur d'Euroleague ne fléchit pas sur un écran, il fléchit pas. Donc, il sera pas bon. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le fléchissement dans le basketball au niveau mondial. Quand j'ai voulu faire la mienne, j'ai pas trouvé d'autres vidéos. Peut-être qu'il y en a depuis. Et pourtant, on fléchit sur tous les écrans. Et pourtant, on fléchit quand on joue sur un contre un. Et pourtant, on doit fléchir quand on défend. Sinon, quel que soit le niveau, on ne peut pas défendre. Voilà, excusez-moi d'être un petit peu long, mais il faut recentrer le débat pour les jeunes coachs sur l'essentiel, c'est le jeu. Alors Thomas, question, je vais te poser la question à toi, parce que c'est toi qui l'as évoqué tout à l'heure. On a Jonathan qui nous dit, vous avez parlé du plus-minus. Comment se calcule-t-il et qu'est-ce qu'il représente exactement? Donc, par exemple, je suis dans le 5 de départ. Donc, je commence le match, il y a 0-0. Je joue les 6 premières minutes du match. Et au moment où je sors, il y a 12-8 pour mon équipe. Donc, je suis à plus 4. Donc, je sors, je m'assois sur le banc. Je rentre au milieu du deuxième quart-temps. Cette fois, l'équipe adverse est revenue égalité. Donc, il y a 28-28, je dis n'importe quoi. Je joue les 4 dernières minutes du deuxième quart-temps. Et à la mi-temps, on est à plus 5. Bah, j'étais à plus 4, plus 5, ça fait plus 9. Voilà, et ça, c'est sur la première mi-temps, la même chose en deuxième mi-temps. Donc, quel est le score au moment où tu rentres sur le terrain? Quel est le score au moment où tu en sors? Et si tu as fait 3-4 passages dans le match, bah, tu cumules ces 4 passages et tu as ton plus-moins sur l'ensemble du match. Je ne sais pas si j'ai été clair. Parfait. Très clair. Et puis, Magnifique. c'était nickel. Et on a une question de Lucas également. Pour rebondir sur ce que dit David, avez-vous des outils à partager pour optimiser le temps d'entraînement chez les jeunes? Est-ce que vous pouvez m'en donner un chacun, s'il vous plaît? Christophe? La planification. Thomas? Ne pas trop parler avec son groupe arrêté. Moi, je pense que l'entraînement de jeunes, ça doit envoyer du lourd. Souvent, c'est deux fois par semaine, 1h30. Il faut pas parler avec tout le groupe arrêté devant soi. Il faut que les mecs, ils sont là pour jouer au basket. David? Moi, je fais pas comme tout le monde. Je vais être totalement à l'opposé de Thomas. Moi, quand il faut parler, s'il faut parler 1 heure, je parle 1 heure. Mais moi, je n'ai pas de contrainte de terrain. C'est-à-dire, il n'y a personne qui s'entraîne derrière moi. Donc, en fait, il a raison, hein, Thomas. Il a 100 000 fois raison. Tout entraîneur dans un club a des contraintes d'horaire. Moi, j'ai pas de contraintes d'horaire. Donc des fois, je parle 1 heure avec mes joueurs au lieu de m'entraîner. Parce que je sais que c'est ce qu'ils ont besoin. Donc, il n'y a pas de règle. Orvin? Feedback, donner des trucs, quoi, donner des conseils. Moi, c'est ce que. Ok. Ok. On a une question de David également. Est-ce que le plus important pour un entraîneur, c'est la connaissance de son joueur et surtout d'avoir des situations qui lui permettent de s'exprimer sur le terrain? Oui. Thomas? Oui, très clairement. Ouais, Oui, vas-y, Christophe. oui, Florian. Oui, excuse-moi, Thomas. Mais Vas-y, non, oui, Christophe. mais évidemment, parce qu'on fait progresser une équipe, mais l'équipe, elle progresse à partir du moment où les individualités progressent, même dans leur capacité à jouer ensemble. C'est un axe de progression, hein, d'instaurer de la discipline de jeu. Mais on fait progresser un joueur. Faire progresser une équipe, c'est un peu, c'est abstrait. On fait progresser un joueur, donc on a plutôt intérêt effectivement à bien connaître chacun de ces joueurs. Déjà, la manière dont il fonctionne, la manière dont il perçoit le message, comment il va l'interpréter, etc. C'est du management. On parlait de mindset tout à l'heure, de préparation mentale. Et je pense que un entraîneur se doit absolument de connaître comment fonctionne chacun de ses joueurs et quelle est la meilleure méthode pédagogique finalement pour le faire progresser. Tout à l'heure, on disait que tous les groupes sont différents et qu'ils perçoivent pas tous la même chose de la même manière, qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation.
Alors, Thomas, Jonathan te remercie pour ton explication. Ouais. Et est-ce que tu as une réponse à apporter à David? On a commencé ce petit colloque là en disant qu'il fallait aller voir plein de choses, il fallait être curieux. Le plus gros, un des dangers de ça, c'est d'arriver à l'entraînement et de dire putain, hier j'ai vu ça, je suis allé voir un entraînement et j'ai vu ça, et de vouloir donner ça à ses joueurs. Et d'être là en disant moi je suis coach, je vais montrer que je connais des choses, et ben là on a tout faux. Le vrai problème c'est mes joueurs, ils ont besoin de quoi aujourd'hui? Dans leur progression, comment je peux les aider à progresser? Et savoir plein de choses, c'est très bien, mais la plus grande qualité, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, pour que mes joueurs progressent, il faut que je leur amène ça, pour les accompagner dans leur progression. C'est ça un bon entraîneur. Essayez d'avoir le plus de connaissances possible, oui, mais il y a des connaissances que vous n'allez pas utiliser de l'année avec vos joueurs, avec vos jeunes joueurs, et c'est pas grave. Et c'est pas grave du tout parce que vous n'êtes pas là pour montrer que vous êtes beau et bon et que vous connaissez plein de choses. Vous êtes là pour les accompagner dans leur progression. Voilà, ça c'est quelque chose qui personnellement j'ai été en faute là-dessus quand j'étais un tout jeune entraîneur parce que j'étais plein d'enthousiasme et que je voulais apprendre plein de choses et que des fois j'ai été trop loin avec des jeunes où je suis allé leur parler de choses qui n'étaient pas adaptées à ce moment-là. Alors, on va parler maintenant on va parler de la gestion, de votre gestion, de plusieurs moments dans les entraînements et dans les matchs. On va faire ça comme ça. On va parler d'avant-match, d'après-match, d'avant-entraînement et d'après-entraînement. D'accord? Comment vous gérez vos briefings dans un premier temps, ensuite vos temps morts et enfin vos mi-temps sur ces 4 volets. Qu'est-ce qui commence? Ouais, je suis Thomas? plus jeune, je vais y aller. Ah, tu vas, Erwin, vas-y. Je suis plus jeune, c'est motivé. Donc, du coup, moi, mes avant-matchs, je fais les 88, je dis un, et Ouais. puis après, tout tourne. Ouais, on va faire couper Les à chaque avant-matchs. fois. Ouais, on va faire que les avant pour l'instant, vas-y. Avant-match, en fait, moi, j'aime pas trop parler aux joueuses. J'aime pas faire des longs discours et j'essaie de parler pas trop de basket parce que je pense que on sait ce qu'on a à faire. Moi, je suis dans un centre de formation, on s'entraîne 10 fois par semaine. Donc, à un moment, elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles s'entraînent 2 fois par jour, voire des fois, elles vont se mettre des séances en plus. Elles savent ce qu'elles ont à faire sur le terrain. Je vais plutôt parler d'état d'esprit et très peu de temps. 2-3 minutes, 4 minutes. Je suis pas quelqu'un qui reste longtemps au vestiaire. Je laisse partir dans leur match et c'est à elles de faire les choses. C'est pas moi moi je vais faire des changements, je vais mettre les filles que je juge les plus aptes à apporter sur le match. Mais à un moment, c'est à elles de faire les choses. C'est elles qui sont sur le terrain, c'est pas moi qui ai le ballon, c'est pas moi qui vais décider. Donc sur mes avant-matchs, je parle très peu de basket et, et beaucoup d'état d'esprit. Avant un temps mort, est-ce que tu le prépares ou est-ce que tu le fais à l'instinct? J'aime pas prendre des temps morts. Je sais que je suis un petit peu à côté de la plaque là-dessus, et j'aime pas prendre des temps morts. Et j'utilise toujours le changement pour marquer une différence. Mais le temps mort pour moi, j'aime pas ça. Je préfère mettre des changements que quelqu'un apporte d'autres choses. Le temps mort, c'est vraiment en cas d'urgence, c'est si on est vraiment à la rue complet. Voilà. Et comment tu gères ton avant mi-temps? Là, par contre, je vais peut-être un peu plus parler à la mi-temps, parce que généralement, il y a des choses que j'ai vues qui n'allaient pas. Et j'ai la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un peu des stats. Donc je peux mettre en avant certaines choses. Par exemple, si on perd trop de ballons, mais je l'aurais déjà analysé, mais peut-être que les stats vont me le confirmer. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. ça va être un peu ce qui va être important pour moi et de remettre un peu remédier les situations qui ne sont pas adaptées à ce qu'on veut faire, à ce qu'on travaille, à notre philosophie qu'on veut mettre en place. Ok. Toi, David, on va évoquer plutôt la partie entraînement, du coup. Comment tu fais ton briefing d'avant-entraînement et ton briefing d'après-entraînement? Comment tu le gères? J'essaye, mais quand je coachais, j'ai coaché l'année dernière, l'année d'avant aussi, ça se rejoint. J'essaye d'impacter mentalement les joueurs sur, alors plus ils sont jeunes, plus sur moins de choses, quoique
quoique, parce que je me souviens de pros, notamment à Saint-Étienne, on leur avait dit toute la semaine que leur adversaire allait faire tel move et ça n'a rien changé, quoi. Donc, finalement, il faut mettre le focus sur une chose. Surtout dans les matchs où il y a la contrainte du stress. Et moi, j'aime bien donner des focus individuels et puis un focus collectif. Pour que les joueurs ne s'éparpillent pas et dès le plus jeune âge. Donc ça je ne sais pas Christophe ce qu'il en pense, si j'ai bien compris, il est plutôt sur des jeunes maintenant. Moi je trouve très intéressant avec les jeunes à partir de U11 de travailler vraiment sur leur mental pour développer leur QI basketball et sur des focus mentaux. À l'entraînement, ça va être beaucoup sur. Je prends beaucoup d'exemples de joueurs, j'ai beaucoup d'exemples vécus, de situations que j'ai vécues à l'étranger, pour les motiver en fait. Je travaille beaucoup sur la motivation et la concentration. Actuellement, je travaille énormément sur la concentration et je réfléchis beaucoup à comment un joueur doit être concentré à chaque seconde pour impacter son jeu. Et par exemple, l'entraînement que j'ai fait mercredi, je leur ai donné une anecdote pour le mindset, par exemple, pour qu'ils soient motivés de retrouver l'entraînement, ce genre de choses. Et là, je fais pas de distinction d'âge. Je trouve très intéressant. Il y a un travail qui est souvent les jeunes entraîneurs n'aiment pas forcément, ils trouvent assez dévalorisant d'être sur des U13. Je trouve que c'est sans doute la meilleure école pour apprendre le basket. Et en plus, moi, c'est un des âges que je préfère en tant que traîneur, c'est cet âge-là, parce que les joueurs sont vraiment des éponges et on peut déjà travailler énormément sur leur mental, et je pense, bon, alors peut-être Thomas pourra nous le dire, mais je trouve que c'est à cet âge-là où on peut se révéler de devenir peut-être un futur pro ou pas. Donc, et qu'il faut être très très mûr à cet âge-là. Si vous avez des jeunes potentiels, vous verrez qu'ils sont des réels potentiels s'ils sont mûrs entre 10 et 14 ans en avance sur les autres. Et donc, c'est intéressant de travailler sur leur concentration et leur focus. Ok. Toi, Christophe, comment tu gères ton avant-temps mort et ton avant-mi-temps? Le temps mort, ça dépend en fait si c'est moi qui le prends ou si c'est l'adversaire. En général, sur un temps mort adverse, ça nous donne l'opportunité de faire des coups de coaching. Donc, si on est censé défendre la possession en sortie de temps mort, on peut par exemple tout d'un coup faire un seul passage en zone, en attaque, de mettre un petit système pour trouver un tir très rapide ou bon bref. Donc c'est plus des opportunités qui me sont données et j'en profite justement pour mettre en place des choses. Et effectivement, quand c'est moi qui prends le temps mort, encore une fois, c'est dans le contexte. Ça peut être parce que tout d'un coup je sens l'équipe fatiguée, ou un joueur qui a énormément joué, qui a besoin de souffler un peu. Donc je peux prendre un temps mort pour ça. Et après, comme le disait Erwin, oui, tu peux te retrouver. Tu peux te retrouver très souvent en difficulté parce que tu viens de prendre un 10-0 et donc là tu arrêtes le match parce qu'il faut pousser une gueulante ou d'ailleurs pas du tout rassurer les joueurs. Alors, il y a 10-0 score mais c'est pas grave. Restez très concentrés sur ce qu'on avait prévu de faire et tout ira bien. Mettez-y un peu d'intensité, soyez bien dans l'exécution des choses. Voilà, d'être rassurant, mais c'est souvent au regard de ce qui se passe sur le terrain. Moi, on prépare pas des temps morts. J'ai jamais vu un coach, si tu veux, avoir préparé en avant-match ce temps mort, quoi. Ou pendant le match. J'ai jamais vu un coach pendant le match dire je sens qu'il va y avoir un temps mort dans une minute et je prépare mon temps mort. En général, il faut trouver la bonne attitude et les bons mots pour pouvoir aider son équipe au mieux, peu importe ce qui se passe, que ça soit en ta faveur ou en ta défaveur. Voilà. Et les mi-temps, et puis par rapport au temps mort, mais
une transition vers les mi-temps aussi. Thomas est là pour en témoigner, même si ça a dû m'arriver de faire l'erreur de pas l'écouter, mais l'importance de l'assistant aussi sur effectivement un relevé statistique ou tout simplement avoir une voix derrière soi qui te dit Christophe prend un temps mort, lui il est cramé, ou la note défense sur pick and roll elle est pas bonne, il faut changer les choses et tout. Donc il faut être à l'écoute de son assistant et l'avant mi-temps, le débrief avant de rentrer au vestiaire à la mi-temps se fait tout le temps avec l'assistant. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? On est bien, on n'est pas bien, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut changer éventuellement ou pas d'ailleurs? Et puis je reviens un peu sur ce que disait David tout à l'heure. J'ai pour habitude en général de faire un discours pour l'ensemble sur des choses qui me paraissent très importantes. Je parlais d'intensité, de dureté, de manque de discipline, etc. Et après d'individualiser un peu mon intervention et surtout auprès des leaders. Beaucoup de matchs qui se jouent sur 1, 2, 3 possessions à la fin. Et on sait très bien que c'est à ce moment-là qu'il faudra faire preuve de lucidité. Et en général, c'est le meneur de jeu et c'est lui le patron sur le terrain. Donc j'essaye de le prendre à part et de bien, voilà, d'avoir une discussion avec lui, d'avoir un échange, de lui redonner confiance, de lui remettre le plan de jeu dans la tête peut-être, ou de l'écouter, hein, parce que très souvent ils ont des choses intéressantes à dire pour justement faire une bonne deuxième mi-temps, c'est important. Hein. Mais c'est un moment important dans le match. Et toi, Thomas? Tu veux quoi? Avant-match, tout? Bah, fais-moi l'ensemble, ouais. L'ensemble. La Donc, totale. avant-match, un petit rappel offensif sur les 2-3 idées fortes qu'on veut mettre en place. Un petit rappel défensif sur les 2-3 priorités qu'on s'est fixées. Bon, là, je parle d'une équipe pro, donc on a travaillé sur l'adversaire. Voilà, mais ça, encore une fois, c'est rapide, c'est pas le plus important. Et finir sur un petit speech motivation. Voilà, l'idée c'est de rendre le match unique, de leur raconter une histoire, de sentir que ce match il est unique, parce que quand on est à la 25e journée de championnat et que ça fait 25 fois si les 25 speeches sont les mêmes, il y a une lassitude et le gars il sort du vestiaire, il est pas plus excité que ça, quoi. Donc voilà comment je pourrais décrire un petit peu un petit briefing d'avant-match. Au niveau d'un temps mort, il y a plusieurs types de temps morts. Bon, on va pas revenir sur. Il y a des temps morts stratégiques, on veut changer de défense. Il y a des temps morts plus psychologiques parce qu'on veut casser le rythme du match. Il y a des temps morts parce qu'il reste 5 secondes et on veut faire une petite touche ligne de fond. Voilà, il y a plusieurs. Mais l'idée, c'est, notamment sur les temps morts stratégiques, l'idée, c'est, moi, par exemple, en tant qu'assistant, je vais donner une consigne au coach. Et le coach, il va venir vers moi. On va laisser les joueurs 15-20 secondes tranquilles. De toute façon, ils sont pas capables d'entendre 3 informations à ce moment-là. Je vais donner une chose au coach. Il va prendre, il pensait la même chose, ça va le conforter dans son idée, il va être encore plus persuadé que c'est la bonne chose, le bon sujet qu'il faut aborder. Des fois, il va pas prendre parce qu'il avait une autre idée qui lui semble prioritaire, c'est pas grave, c'est mon boulot d'assistant de proposer des choses et c'est lui qui fait. Mais un temps mort, les joueurs sont capables d'avoir une vraie information. Quand on commence à parler de 3 trucs différents, on perd son temps et on parle de rien. Donc, on prend 20 secondes entre nous et le coach après, il a 40 secondes pour passer un message aux joueurs, ce qui est largement suffisant. À la mi-temps, c'est pareil. Nous, on a la chance, dès que c'est la mi-temps, on va dans un vestiaire à côté du vestiaire des joueurs. On se retrouve entre nous, donc il y a le coach et 2 assistants. Et on a un mec qui nous apporte les feuilles de stats. Donc, on commence déjà à discuter avant que les feuilles de stats arrivent. Et comme le disait Erwin, souvent, les feuilles de stats, elles confortent notre idée. Et ça nous permet de donner des chiffres aux joueurs. Et puis là, le coach, il a 2 idées max, parce que c'est pareil, c'est pas à la mi-temps qu'on va changer tout le game plan. Il a 2 idées max qui va passer aux joueurs. À la mi-temps, voilà comment nous, en tout cas, on fonctionne cette année. D'accord. Et Erwin, par rapport à tes briefings d'après-match, comment tu fonctionnes? Alors là, ça dépend vraiment du match. Hein. Je vais te dire un truc, c'est que si je suis en colère, je parle pas. Je suis vraiment en colère, je parle Faut pas. mieux. Comme on est sincère de tout, en tant que jeune coach, parce que j'ai 6 ans d'expérience, ou 7 ans, même si je suis un fan de basket depuis toujours, j'ai un problème des fois sur ma gestion des émotions et je préfère pas parler tout le temps à chaud. Donc des fois je sais que je vais peut-être aller trop loin ou que je vais pas transmettre le bon truc, tu vois, le bon mood qu'il fallait à ce moment-là. Donc c'est souvent taper dans les mains, on fait un cri et on en parlera plus tard. Ça peut m'arriver.
sur des équipes où je sens qu'il faut que j'aille taper dedans, je vais taper dedans. Mais la plupart du temps, quand c'est vraiment un truc où je suis en colère, peut-être pas forcément à cause des joueurs, hein, peut-être à cause de moi ou à cause de plein d'autres facteurs. Mais je vais être je te dis, mes après-matchs ne se ressemblent pas. Donc voilà. Et toi, Christophe? Les après-matchs, Oui. Par la buvette. c'est ce que j'allais dire. avec les seniors, avec les grands. Ouais, mais Thomas, il me connaît par cœur. Je suis capable de colère. Parce que je pense que quand il faut dire les choses, faut le faire. Même si des fois on peut regretter derrière, mais en tout cas, c'est important aussi d'être humain et donc de faire des erreurs. Et c'est important aussi que les joueurs, quand les choses se passent pas correctement, ou en tout cas quand on a ce sentiment que les joueurs ont quelque part un peu triché. C'est important aussi de se manifester là à ce moment-là et de pas rester finalement silencieux et d'attendre le lundi. Après, il faut pas, peu importe la réaction qu'on peut avoir sur un après-match, mais même dans l'euphorie, hein, ce qui est pire encore d'ailleurs, hein, parce que dans la défaite en général, on a tendance à faire les choses correctement, même si on peut s'emporter. Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir. Ça m'est jamais arrivé moi de franchir les limites vraiment, c'est-à-dire que ça se transforme en grand n'importe quoi et qui peut avoir des conséquences irréversibles derrière. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est les sortes de grandes victoires. Et d'avoir une attitude en tant que coach finalement de célébrer ou de faire un peu le malin, hein, et d'oublier que dès le lundi matin, il va falloir se remettre en question parce que le prochain match il sera plus difficile que celui qu'on vient de jouer. C'est ça qui est dangereux. Donc je pense qu'il faut faire preuve de justesse. Je pense qu'il faut rester dans le juste milieu, voilà, et pas tomber dans les extrêmes, que ce soit dans la colère ou dans la célébration, dans l'enthousiasme. Je pense qu'il faut rester toujours. Thomas il va se moquer, mais j'ai un bouquin de Camus. Ça m'arrive de lire un peu de philosophie là. Ouais. Non, mais oui, et c'est vrai qu'il définit. On lui demande à un moment donné qu'est-ce que c'est qu'un homme. Il dit un homme est une personne qui, peu importe ce qu'il vit, reste mesuré. Et je pense qu'un coach, après un match dans le vestiaire, il doit rester mesuré. Peu importe ce qu'il a vécu. Même si on reste humain et que de temps en temps, on fait pas forcément ce qu'il faut. Mais ça fait partie aussi de notre vie de coach. Ok, alors on passe le bonjour à Didier. Et Didier nous dit l'assistant propose et le coach dispose. Voilà la petite citation pour Didier. Pour terminer le live, avant de vous remercier, si vous deviez sortir 3 clés élémentaires à mettre dans la boîte à outils d'entraîneur, quelles seraient-elles? Avec tout ce qu'on s'est dit, quelles seraient les 3 clés élémentaires pour vous, David? T'aurais pas pu commencer par quelqu'un d'autre. Vous discutiez de l'émotion, tout ça, c'est un sujet très intéressant. Moi, quand je coach, je ne suis plus du tout dans l'émotion. J'essaie de me détacher à la Phil Jackson, d'être dans un autre monde de spiritualité, d'être un acteur plutôt. Mais donc ça peut être un des éléments. Sur le coaching, ce qui est drôle en fait, c'est que il y a très très peu de formation sur l'attitude, le coaching. Comment coacher lors d'un match, comment gérer ses temps morts, etc. Et donc c'est un peu l'expérience qui va parler. Donc si on doit mettre 3 éléments, non, je sais pas. Moi, j'aime pas trop les nombres comme ça là. Parce que, encore une fois, ça va dépendre de qui on est et ce qu'on veut transmettre et à qui on veut le transmettre. Donc, des fois, ça va être un seul élément et puis des fois, ça peut être beaucoup plus. Donc, je vais continuer à faire le non-conformiste et je ne donnerai pas 3 clés. J'ai assez parlé, donc je vais vous laisser la parole. Erwin? Tu peux poser la question? Qui les a mis dans la merde? Elle est dure celle-là, elle est dure. Si tu avais, avec tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on s'est dit depuis le début, si tu avais 3 clés essentielles à ressortir
pour mettre dans la boîte à outils d'un coach, quelle serait-elle? Remise en question, jouer, pas arrêter et, et s'adapter. Je Thomas? trouve que c'est les trois qui sont pas mal. Donc moi, c'est donc dans l'idée des conseils à donner à des jeunes coachs qui auraient envie de progresser. Moi, j'ai un regret, j'en ai pris, mais j'ai pas fait assez de feedback et j'ai pas pris assez de notes sur ce que j'ai vécu. J'ai la chance, moi, dans mon parcours, d'avoir été assistant de très bons entraîneurs. Et j'ai pas assez noté de choses. Et avec le temps, on oublie des choses. Et j'ai vécu des choses avec Christophe, mais avec Greg Boniot, avec Pierre Vincent, avec Jean-Marc Dupraz, avec Germain Castano. Depuis quelques années, je note plein de choses. Et j'ai l'impression d'avoir loupé des choses par le passé, donc des feedbacks par rapport à des choses vécues, des feedbacks par rapport à des entraînements, voilà. Ça c'est important, je pense, de faire des feedbacks sur ce que nous on fait et sur ce qu'on vit aussi, parce qu'avec le temps on oublie. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on en a déjà parlé, c'est être curieux. Vous voulez progresser, faut être curieux, poser des questions, aller voir des choses. Ça c'est vraiment un point qui me paraît essentiel. Et le troisième point, c'est bien d'aller voir plein de choses, mais à un moment donné, il faut prendre du temps pour réfléchir et dire, voilà, utiliser un thème. Et des fois, tout seul, on peut se clarifier une situation, on peut progresser en disant, voilà, je vais parler de la défense pick and roll, voilà, quelle est ma cohérence sur la défense pick and roll? Parce que j'ai vu plein de choses, mais maintenant, moi, mon idée à moi, c'est quoi? Et moi, en préparant des interventions, on m'a pas mal sollicité ces derniers temps pour faire des interventions, et je dis jamais non. Parce que quand je prépare une intervention, on ne veut pas passer pour un con, donc on prépare le truc et on réfléchit à notre parcours, on réfléchit à tout ce qu'on a fait et ça nous fait progresser en fait. Et donc on peut le faire tout seul, on peut le faire avec quelques collègues entraîneurs et je pense qu'il faut prendre ce temps. Il faut prendre le temps de découvrir, aller voir plein de choses et après il faut prendre un temps pour se retrouver et réfléchir à notre vision à nous de cette situation qui ne sera pas la même que celle d'un collègue que vous êtes allé voir la veille. Et qui sera différente, mais qui sera la vôtre. Et quand vous essayez d'apprendre votre vision à des jeunes joueurs, vous le faites mieux que quand vous essayez d'apprendre la vision de quelqu'un d'autre. Voilà, si je finirai comme ça. Et terminons avec Christophe. Moi, ça m'a laissé le temps de réfléchir, donc merci Flo de me faire passer en dernier. Et je me disais qu'il y en a au moins 12. Mais tu me donnes pas l'occasion de tous les énumérer. Voire même 20, 40, il y en a beaucoup. Mais je pense que, pour revenir un peu sur ce que tous mes camarades là ont dit, de très intéressant, je pense que ce qui est important déjà, c'est la créativité. Il faut être créatif. Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Ça veut dire connaître ses joueurs. Comment fonctionne chacun de ces joueurs. Comment fonctionne aussi le club. Parce que pour être créatif, il faut aussi à un moment donné être au plus près de l'identité qui a été décidée par les dirigeants. À Malakoff, c'est quoi l'identité de jeu à Malakoff? On a déterminé une identité de jeu qu'on veut voir à un moment donné apparaître, si tu veux, dans toutes nos catégories de jeunes, des plus petits jusqu'aux plus vieux. Ça, c'est important. Être créatif, c'est prendre le soin d'aller vers les autres, justement pour toi être créatif derrière. Mais on ne peut pas créer à partir du moment où on n'est pas en interaction avec toutes les personnes qui nous entourent, surtout ses propres joueurs. Ça, c'est la première clé, à mon avis, qui est importante. La deuxième, qui est fondamentale, et ça nous arrive tous les jours d'entendre ce genre de discours-là, c'est la communication. Je pense qu'il faut énormément communiquer aussi pour donner du sens à ce que l'on fait, pour se remettre en question aussi, parce que c'est en communiquant avec les autres qu'on apprend sur soi-même, qu'on se remet en question. Parce que si on ne communique pas, on ne peut pas se plaindre aussi que les gens qui sont en face de nous ne communiquent pas avec nous. Et je pense que la communication est fondamentale quand on fait ce métier-là, d'éducateur, entraîneur, coach, bon, bref, peu importe. Et une troisième clé, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est être rempli d'énergie. Entraîner pendant 2 heures est très éprouvant, mentalement comme physiquement. De faire l'effort d'être créatif, de communiquer sans arrêt, etc. On a besoin d'énergie. Un coach qui n'a plus du tout d'énergie et qui arrive à l'entraînement fatigué, sans envie, donc finalement il est plus coach.
Et donc voilà, si tu me donnes 3 clés, je pense que déjà en étant créatif, bon communicant et rempli d'énergie, ben on a de bonnes chances pour que ça se passe bien. Après, tout ce que mes camarades ont dit est forcément des choses qui sont aussi très importantes, quoi. Et on a une dernière Voilà. réflexion de Didier, donc qui nous dit, lui, réflexion, décision et détermination. Voilà. Donc Ouais. j'utiliserai ces 3 derniers thèmes avec tout ce que vous avez dit. Et on ne doit pas être loin des 12 clés, Christophe, avec tout ce que vous avez dit. Donc c'est génial. En tout cas, je vous remercie fortement d'avoir accepté l'invitation. C'était génial comme d'habitude et passionnant. On ne s'est pas rendu compte, on est quasiment à 2 heures d'intervention. Ah ouais. C'était très intéressant et je pense qu'on aurait pu encore faire, puisque vous aviez beaucoup de choses enrichissantes à nous dire. Donc merci à vous. Mhm. Merci à toi. Merci à toi. Merci Flo, merci Kevin. Ouais. Merci. Et pour les internautes, je vous propose de rester jusqu'à la fin parce que Kevin a préparé quelque chose par rapport à la semaine prochaine et on vous dévoilera l'identité du staff sur la fin de semaine. Voilà, donc restez en alerte. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Ciao, Tom Tom.